Alors justement, puisque jusqu'à présent, ce que je vous ai montré là comme situation, c'était des personnes avec syndrome d'Asperger, là on va regarder ensemble des séquences qui présentent, alors c'est une petite fille, alors qu'on sait qu'effectivement ce sont plutôt les garçons qui sont plus atteints que les filles, hein. C'est une fille pour 4 garçons. Donc là, c'est une petite fille qui est quand même plutôt dans le bas du spectre autistique. Et donc, je vais vous montrer plusieurs séquences que je vais commenter. Alors, c'est pas elle n'est pas en situation d'apprentissage. En fait, ça se passe à Tours, donc au CHU de Tours. Le document est ancien, mais il me semble toujours intéressant. C'est le cas de cette petite fille qui me semble intéressant. Et elle vient avec ses parents pour un bilan, hein, comme on va aujourd'hui dans les centres, donc les CRA, pour obtenir un bilan, un diagnostic, etc. Donc, c'est pas un exemple d'accompagnement, c'est plutôt, voilà, elle va se trouver avec des spécialistes qu'elle ne connaît pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer. Parce que l'observation, tout repose sur l'observation, hein, j'en profite pour le dire. Et c'est pour ça que j'utilise, moi, la vidéo beaucoup en formation, parce que les professionnels, non seulement doivent être informés, bon ça c'est une chose, mais après doivent être capables de faire des observations en situation. Bon, et cette petite fille, là, il y a vraiment un tas de choses qu'on observe, à la fois ses difficultés, mais aussi ses points forts. Il y a vraiment les deux aspects, même si elle est dans le bas du spectre autistique. On voit des compétences à certains moments, on voit des difficultés, et c'est très important d'être capable là de repérer, de faire cette observation en situation, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment l'engager dans des apprentissages, hein. Voilà, c'est une phase complètement incontournable, hein. Il faut qu'on arrive à la connaître, à la comprendre, voir un petit peu où elle en est et comment on peut l'aider au mieux. Voilà, alors donc je vais vous montrer ces séquences-là par petits morceaux, enfin des petites séquences que je vais commenter au fur et à mesure. Et donc c'est un document qui est extrait d'une vidéo qu'avait publié le CHU de Tours il y a une quinzaine d'années au moins, je ne sais, j'ai plus retenu la date, mais qui est très très long. Et là, ça fait partie du premier chapitre de cette vidéo qui s'appelle « L'autisme de l'enfant ». Voilà. Nous nous sommes aperçus qu'elle avait un comportement anormal. Elle ne répondait pas quand on l'appelait. Elle était trop calme. Tellement calme que parfois on l'oubliait. Il avait un drôle de regard. On se demandait s'il voyait bien. Elle s'intéressait pas aux autres et puis elle réagissait pas du tout quand on rentrait dans sa chambre. Elle semblait s'isoler du reste du monde. Elle ne tenait pas compte de ce qui se passait autour d'elle. En fait, tout le monde lui trouvait un comportement bizarre. Lorsque des parents nous amènent un enfant au comportement bizarre, dans sa première année, le médecin ou le pédiatre doivent penser à un autisme infantile. Ils doivent écouter attentivement les parents, en particulier sur les petits signes qu'ils décrivent, aux questions qu'ils posent. Il est alors nécessaire de suivre sur quelques semaines cet enfant,
de soutenir les parents et de les conseiller, de pratiquer un examen médical, une exploration biologique et électrophysiologique qui seront le plus souvent normaux. Parfois, des anomalies, en particulier neurologiques, seront retrouvées dans les syndromes associés. Dans tous les cas, au terme de ces examens, il faudra conseiller aux parents une consultation dans un centre spécialisé dans l'autisme infantile où pourront être pratiquées des explorations complémentaires et une évaluation. L'autisme est un trouble très douloureux et émouvant pour l'enfant et pour sa famille qui affecte un bien très précieux, l'aptitude à communiquer avec autrui. Il apparaît chez un enfant sur 2000, de préférence chez le garçon, et on admet que 20 000 enfants environ en France sont atteints par ce trouble. Il se traduit par une réaction de retrait. L'enfant est replié dans sa coquille. Il ne s'intéresse pas aux autres. Il ne cherche pas à communiquer. Souvent, il ne parle pas. Quelquefois, il n'imite pas. Parfois, enfin, il ne comprend pas les émotions et a de la difficulté à exprimer ses propres émotions. Son comportement est bizarre. Ce sont quelquefois des mouvements répétés, monotones, ou des manipulations d'objets qui n'en finissent plus. L'enfant ne supporte pas qu'on le dérange. On retrouve aussi des troubles plus élémentaires. L'attention est labile. L'enfant, quelquefois, ne regarde pas. Il ne fixe pas son regard. Il ne fixe son regard nulle part. L'audition est quelquefois paradoxale. Il paraît ne pas entendre, alors qu'il entend très bien le moindre froissement de papier. Enfin, la posture et la démarche sont empruntées. Alors cette petite fille-là, puisque c'est elle qu'on va suivre dans cette séquence, donc il va y avoir deux autres séquences. Donc là, elle vient au CHU de Tours pour consulter. Alors ça fait quand même, il y a un certain nombre d'années, on le voit dans certaines séquences, quand un des professionnels dit que, je sais plus, je crois que c'est le professeur Lelore qui dit qu'il y a un enfant sur 2000, aujourd'hui c'est 1 sur 150. C'est vrai que, voilà, de ce point de vue-là, on a évolué. On le voit aussi mettre en avant beaucoup l'aspect trouble de la communication, etc., bien qu'il parlera un peu plus tard des aspects sensoriels, parce qu'effectivement, il les percevait déjà. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite fille en situation, donc qui arrive avec ses parents. Ce qui m'intéresse, parce que quand on regarde cette petite fille, du moins de loin, quand on la voit marcher, quand on la voit arriver, on ne voit pas l'autisme. Et pourtant, elle est vraiment dans le bas du spectre autistique, elle ne parle pas, on va la voir après dans différentes situations. Néanmoins, ce n'est pas marqué du tout sur son visage. Elle a même, quand on la regarde, parce qu'il faut aussi se faire confiance, voilà, on a des impressions, et elles peuvent être fausses, mais on peut aussi, par moments, ne pas se tromper. On a l'impression qu'elle a des capacités, qu'elle a une intelligence, on se voit dans son visage, dans son regard, etc. Donc elle arrive avec ses parents et voilà, elle a beau être autiste, elle ne parle pas, hein, elle a près d'une dizaine d'années là à peu près, elle ne parle pas, donc elle est sans langage. Et voilà, néanmoins, on voit bien, elle se tient bien, de toute façon, dans toutes les séquences, parce que voilà, on a beau être autiste, c'est vrai qu'on vient d'un certain milieu et on a reçu une éducation, entre guillemets. Et je pense que cette éducation, on la voit sur cette petite fille, comme sur n'importe quel enfant. Voilà, une petite fille bien habillée, bien élevée, qui va accepter finalement très coopérante. Parce que c'est vrai qu'elle est là confrontée à des professionnels qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vus, qui sont en blouse blanche, qui vont faire des choses avec elle. Et il y a d'autres enfants qui, effectivement, auraient pu manifester des problèmes de comportement. Voilà. Elle, comment dire, elle se laisse faire, entre guillemets.
comment dire, pas avec enthousiasme, parce que de toute façon, ça correspond pas non plus à sa façon d'être, mais elle ne rejette pas, elle suit les adultes. Alors, on la voit à un moment donné, donc là, c'est la première séquence qu'on voit, à part le moment où elle arrive avec ses parents. Autrement, elle va entrer donc dans le cabinet du médecin qui va faire des épreuves avec elle, une épreuve d'imitation. Et on la voit rentrer à un moment donné dans la pièce, et effectivement, elle a un geste tout de suite. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a développé antérieurement, elle touche au bouton, elle touche à l'interrupteur. C'est son premier geste. On parlera après de ce qu'on appelle la pensée en détail, c'est-à-dire effectivement ce sont des enfants qui sont donc très, très sensoriels, très sensibles à tout ce qui est dans leur environnement, mais en dehors des personnes, ils sont très sensibles à tout ce qui est, ils ont leur intérêt propre aussi, et je pense que les interrupteurs, c'est quelque chose qui doit l'intéresser, mais qui n'intéresse pas forcément d'autres enfants, et donc dès qu'elle rentre dans la pièce, elle va droit sur l'interrupteur. Bon, elle s'assoit, et là, le médecin commence à lui parler. Alors, effectivement, le regard, on voit que le regard n'est pas là. Hein, elle ne regarde pas son interlocuteur, elle tourne la tête, etc. Et il va essayer d'apprécier sa capacité à imiter. Donc il prend une poupée, ça correspond à l'épreuve d'un test qu'on fait passer à ses enfants pour évaluer leur capacité à imiter. Et donc il prend la poupée, et puis il berce la poupée, et puis il lui donne pour voir si elle a compris et si elle va faire pareil. Alors c'est vrai que là, c'est une séquence assez étonnante parce qu'elle ne répond pas du tout. Alors on pourrait se dire, finalement elle n'est pas capable de, je ne pense pas qu'elle ne soit pas capable d'imiter. Simplement, je pense que c'est quelque chose, cette poupée qu'on lui donne, qui n'a pas beaucoup de sens pour elle. Et ça, effectivement, dans notre culture, c'est un petit peu choquant, entre guillemets. C'est une petite fille. Alors on pourrait se dire, bon, elle a une dizaine d'années, peut-être qu'elle n'a pas envie de jouer à la poupée, mais à ce moment-là, elle pourrait l'écarter, la rejeter. Or, on lui pose la poupée devant elle et elle n'a aucun geste d'évitement, etc. Elle va même à un moment donné se mettre sur la poupée. Enfin, on a l'impression que ça serait n'importe quoi devant elle, elle aurait exactement le même comportement. C'est-à-dire qu'effectivement, cette poupée, ça n'a aucun sens. En revanche, elle est en train de regarder, elle explore autour d'elle, et certainement qu'il y a des choses là, dans son environnement, qui l'intéressent beaucoup plus que cette poupée. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'imiter, ça veut dire que elle est dans son monde à elle, et elle réagit à sa façon, avec ses centres d'intérêt propres, et il ne faudrait certainement pas en conclure justement qu'elle n'a pas de capacité, ou qu'elle a effectivement un déficit assez grave, ce que je ne pense pas. Alors voilà, ça c'est le début de la séquence. Et maintenant, on va voir une deuxième séquence où on va la voir donc successivement avec plusieurs professionnels. Donc, elle va rencontrer le psychologue. Là, elle était avec le médecin. Là, elle va rencontrer le psychologue. Elle va faire des épreuves. Alors, c'est très important. Là, regardez bien ce qui se passe et je commenterai après. Donc, il va lui faire des épreuves pour essayer de voir ce qu'elle comprend, ce qu'elle ne comprend pas, etc. Après, elle va se trouver avec une orthophoniste. On va la voir dans différentes situations, on la verra un peu plus tard, en groupe aussi, avec d'autres enfants. Et c'est très important d'observer son comportement et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est bien, bravo. C'est bien, encore. Bien. Les travaux des neurosciences de ces 15 dernières années ont montré qu'il existait des systèmes qui modulaient l'ensemble de ces fonctions de l'organisme, tout spécialement la motricité, la sensibilité, les 5 sens, et bien sûr le contact et la communication. Et on peut parler, pour définir les syndromes autistiques, d'insuffisance modulatrice cérébrale. Le but des bilans intensifs est de préciser les défauts de fonctionnement du système nerveux, et tout spécialement
certaines fonctions défaillantes comme l'attention, la perception, l'association, la compréhension, l'intention et bien entendu le contact et la communication. L'examen psychologique des enfants autistiques consiste à mettre en évidence les capacités intellectuelles et les possibilités de communication, cela pour bien comprendre leurs troubles particuliers de développement et pour apprécier leur personnalité. Dans cette perspective, nous utilisons des tests de développement cognitif et social qui sont étalonnés et appropriés aux difficultés de ces enfants. De même, nous évaluons la qualité de leur fonctionnement cognitif et du fonctionnement des interactions et de leur communication. Cette qualité peut être instable, incohérente, discontinue et montrer des caractéristiques particulièrement atypiques. Au total, cet examen fournit une image des troubles du comportement de l'enfant et détermine le profil du développement des différentes fonctions et différentes capacités cognitives et sociales. Ça, et puis ça, regarde, ça et ça. Moi, je vais t'aider de toute façon, hein, on va le faire tous les deux. Pas de problème. Hop, il est tombé le robot. Il cherche tous les coins. Tu le remets debout? Tu vas me donner le rouge. L'examen du langage et de la communication a pour but non seulement d'évaluer les possibilités d'expression et de compréhension de l'enfant, mais aussi sa capacité à utiliser la voix, la parole, les mimiques ou les gestes pour communiquer. Bravo, merci. Pour les enfants qui ne parlent pas, l'évaluation porte davantage sur les prémices du langage, par exemple les réactions auditives, l'imitation, les échanges vocaux. Tu me montres? La vache. Est-ce qu'elle est la vache? Oui. À l'aide d'images, nous testons les capacités de compréhension de l'enfant. Oui, Nous proposons divers exercices d'imitation, de mouvements de bouche par exemple, ou de sons. Nous évaluons les réactions auditives de l'enfant en lui proposant divers objets sonores. Nous regardons si l'enfant s'oriente par exemple vers la source sonore. Ces évaluations sont utiles pour la description et la compréhension des difficultés de l'enfant. Elles permettent aussi d'apprécier son aptitude à progresser dans les domaines considérés et à définir les moyens psychoéducatifs spécifiques à mettre en œuvre. Alors on voit cette petite fille là dans différentes situations. Bon, d'abord en train de jouer au ballon, donc on est en train de voir si elle est capable voilà, de renvoyer le ballon à quelqu'un qui... Voilà. Alors on l'a quand même assise, parce qu'on le verra un peu plus tard, elle a des problèmes moteurs, mais très légers, hein, de répartition du tonus musculaire, donc on s'est dit en l'asseyant, elle va être plus à l'aise. Elle a compris, hein, c'est-à-dire elle reçoit le ballon, elle le renvoie, et puis tout à coup, elle se retourne et il y a un rideau derrière elle. Et effectivement, elle se met à jouer avec le rideau et on comprend que voilà, ça c'est ses intérêts propres. Jouer avec le rideau pour elle, et là on est encore dans les aspects sensoriels, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant que de renvoyer le ballon à un interlocuteur. Et c'est là où on mesure la différence, quoi. Et puis, c'est pas une histoire là comment dire, de capacité ou d'incapacité, c'est qu'elle voilà, elle est autiste, elle a ses intérêts propres. Et effectivement, alors il faut le comprendre en même temps, la laisser jouer avec le rideau toute la journée, ça serait quand même pas très productif. Donc à la fois il faut comprendre, accepter ses intérêts propres, en même temps bien sûr qu'il faudra essayer de l'en faire sortir pour l'intéresser à autre chose, hein, parce que ces enfants doivent être éduqués, voilà, on ne peut pas se contenter de les regarder et de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Enfin voilà, cette première séquence est intéressante pour ça. Ensuite, on la voit avec un psychologue d'abord et puis avec l'orthophoniste après. Alors ces deux séquences sont intéressantes.
D'abord parce qu'on le voit, elle continue d'être très coopérante, hein, alors qu'elle ne connaît pas les personnes, donc elle les suit, elle accepte ce qu'on lui propose. Et là, donc, c'est une activité de tri. Et là, quand on regarde cette séquence de près, on peut être très, très, très surpris parce qu'elle a tout un tas de pièces là devant elle qui sont de couleurs différentes, de formes différentes. Et je pense qu'un enfant ordinaire placé dans cette situation, bien sûr, saurait faire ce qu'on lui demande, qui est très simple. Il faut qu'elle trouve la troisième pièce, etc. Mais elle, là où c'est surprenant, et c'est à rattacher avec ce que Laurent Motron disait tout à l'heure, dans leur capacité à gérer une complexité d'informations, parce que là, toutes ces informations qui sont devant elle, je pense qu'un enfant ordinaire mettrait peut-être un petit peu de temps à trouver la bonne pièce. Elle, on a l'impression, d'abord elle a à peine regardé ce qui est devant elle, mais c'est comme si elle avait vraiment mémorisé toutes ces pièces et elle n'a aucune hésitation, elle va droit sur la pièce qu'il faut prendre et mettre à la suite des autres. Et ça, c'est quand même assez... Elle le fait 2 fois de suite. Et là, contrairement à la séance précédente où elle est face au médecin et où elle regarde un petit peu partout parce que ce qu'on lui propose n'a pas de sens pour elle, là, on comprend que cette activité l'intéresse, la motive, a du sens. Reconnaître des formes, etc., des couleurs, ça c'est quelque chose qui lui parle, qui l'intéresse. Justement, il y a des aspects là sensoriels et puis cette façon de classer là, les éléments, les uns par rapport aux autres, les uns à côté des autres, ça c'est quelque chose qui l'intéresse. Et du coup, elle est présente. Et on a même l'impression qu'elle regarde la personne qui est en face, et elle écoute la consigne et elle s'exécute 2 fois de suite. Voilà, donc c'est vrai que là, ce qu'on voit apparaître, ce sont ses compétences, et malgré qu'elle soit plutôt dans le bas du spectre autistique, elle n'a pas de langage, etc., elle a quand même, elle manifeste là des compétences que peut-être un enfant dit ordinaire ne serait pas capable de manifester, parce qu'après tout, bien sûr, il le ferait, mais peut-être qu'il mettrait un certain temps, parce que, voilà, devant ce ramassis là, de pièces diverses, et ben, où est la bonne? Il faut que je cherche. Elle, on a l'impression que voilà, c'est quelque chose de très, très, très évident pour elle. Alors, la deuxième séquence est avec l'orthophoniste. Donc là, effectivement, on va lui demander de où est le rouge. C'est-à-dire qu'on lui parle, on lui donne des consignes. Cette petite fille ne parle pas, mais on voit que si elle n'est pas dans la communication expressive, elle est dans la communication réceptive. Elle comprend où est la vache, elle montre la vache, où est le rouge, elle donne le rouge. Et là aussi, elle est présente et on sent que ce genre d'activité lui parle, l'intéresse. Hein, et elle montre des compétences. Voilà, il n'y a pas de problème pour elle dans ce genre d'activité. De même, bon, pour l'épreuve là où il faut souffler pour faire des bulles, bon, on lui montre comment faire, on lui donne le matériel et là, elle est tout à fait capable de le faire toute seule. Simplement, quand l'orthophoniste devant elle s'extasie, parce que c'est ce que font de jeunes enfants, ils aiment bien voir les bulles et ils vont manifester une satisfaction. Elle, on a l'impression que voilà, ça ne lui fait aucun effet. De même, avec l'éducatrice, dans l'activité suivante, il y a des pièces qui sont les unes sur les autres et qui tout à coup s'écroulent. L'éducatrice lui dit « Ah, il est tombé le robot » et elle, aucune réaction. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui est, comme c'est le cas hein, pour un certain nombre de ses enfants, très peu expressive. Et du coup, on ne sait pas si elle est contente, pas contente. Il faut regarder plus finement. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des choses, par contre, qui l'intéressent et d'autres qui l'intéressent moins. Des choses qui ont du sens pour elle, d'autres qui n'en ont pas. Mais voilà, dire qu'elle est contente ou pas contente, bon, c'est pas possible. Je dirais même que si on se laisse aller à ces interprétations et... Je dis, là, il faut avoir de l'empathie, il faut pas juger leur comportement en se référant à nous-mêmes et à nos normes.
Mais chasser le naturel, il revient au galop, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Et c'est vrai que si on regarde cette petite fille, on aurait tendance à dire qu'on a une impression d'ennui presque. Mais je pense que c'est une interprétation psychologique, ça. Je ne pense pas qu'elle s'ennuie. Hein, ça, c'est l'impression que nous avons, parce que nous, si effectivement nous étions dans cette situation, ou si nous nous comportions comme elle se comporte, eh bien effectivement, c'est peut-être parce que nous serions dans une situation d'ennui. Et je ne pense pas que ce soit son cas. Donc il faut faire très très attention justement à ne pas interpréter leur comportement en se référant à nos normes. Chez ces enfants, l'examen neurologique est normal dans la mesure où on ne trouve pas de signes pyramidaux ou de signes cérébelleux par exemple. Cependant, au cours d'un examen détaillé, on remarque presque toujours des particularités neurologiques telles que des adaptations posturales bizarres, des répartitions anormales du tonus musculaire ou encore une motricité fine particulière. Ces signes neurologiques mineurs sont tout à fait typiques de l'autisme de l'enfant. C'est toi dans le fond, Gwendoline. Voilà. Oh, super. Encore ma puce. Oui, voilà, tu es très bien comme ça. Pour chaque enfant qui vient au laboratoire, nous enregistrons différents examens. Tout d'abord, l'électroencéphalogramme qui permet d'avoir une idée des capacités de fonctionnement du cerveau et qui permet également de dépister certaines affections associées comme l'épilepsie par exemple. Un examen simple et rapide qu'on peut effectuer chez l'enfant qui présente des troubles du développement, c'est l'enregistrement des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral, c'est-à-dire l'enregistrement de l'activité électrique du nerf auditif entre l'oreille interne et son arrivée à la base du cerveau. Cet examen, qui ne nécessite pas la participation active de l'enfant, permet d'explorer l'audition de l'enfant. Dans les troubles du développement, un des premiers diagnostics qu'il faut éliminer, c'est la surdité. Et par exemple, ici, on a un tracé de potentiel évoqué du tronc cérébral qui est plat, quelles que soient les intensités, quel que soit le côté de la stimulation, et même quand on stimule des deux oreilles, ce qui veut dire que cet enfant est sourd. Or, bien souvent, les enfants qui présentent des troubles du développement se comportent comme des enfants sourds, et cet examen est donc d'un intérêt capital pour éliminer un problème auditif. Donc sur le groupe, nous observons les enfants, surtout dans le quotidien, ce qui est repas, ce qui est propreté, ce qui est autonomie vestimentaire, et aussi leur capacité à entrer en relation avec les autres enfants, à accepter leur contact, éventuellement à initier des jeux ou même à y participer. C'est donc une situation qui est socialement différente de celle qui est des autres examens où l'enfant est un individuel. Le bilan intensif va comporter un ensemble d'examens, examen de la compréhension, examen du langage, examen psychomoteur et moteur, ce que nous appelons l'examen neurologique du comportement, et puis un ensemble d'examens cliniques comme l'examen pédiatrique et d'examens complémentaires qui sont des examens qui portent sur le fonctionnement cérébral, c'est-à-dire tout spécialement l'activité électrique cérébrale, les modifications de cette activité sous l'influence des stimulations de l'environnement, le débit sanguin cérébral, et puis l'étude dans les urines des principaux corps biologiques et des neurotransmetteurs. Ce bilan
est également un bilan social. Il va comporter l'étude de l'enfant dans un milieu d'autres enfants qu'il ne connaît pas, et puis dans des circonstances, sinon exceptionnelles, du moins habituelles, comme la piscine. Au terme de ce bilan, on pourra avoir une évaluation des fonctions déficientes, des possibilités de les améliorer et pouvoir transmettre aux parents ces évaluations de façon à ce qu'ils comprennent mieux les difficultés de leur enfant et qu'ils participent au projet éducatif et thérapeutique. Alors, dans cette dernière séquence-là, on la voit avec un neurologue donc, qui fait apparaître ces problèmes moteurs qu'on rencontre chez un certain nombre, hein, y compris dans le haut du spectre autistique. Alors c'est vrai que c'est très discret, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de répartition un peu anormale, comme il dit, du tonus musculaire, qui fait que quand elle s'assoit ou quand elle est sur le toboggan, bon, ben, voilà, c'est un petit peu difficile pour elle. Alors ce qui est intéressant aussi là, dans ces dernières séquences, c'est qu'on la voit avec les autres. Donc, parce que l'objectif, c'est vraiment de la voir dans toutes sortes de situations pour la connaître. C'est une sorte d'exploration. Et donc, voilà, elle est avec d'autres enfants qui sont à l'hôpital de jour là-bas, qui ne sont pas forcément autistes, hein, qui ont d'autres pathologies. Et à un moment donné, donc, elle est dans une ronde et on chante et tout le monde doit se baisser en même temps. Et là, c'est intéressant parce que c'est le seul moment où on la voit, alors on ne va pas dire qu'elle n'a pas de problème de comportement, mais elle s'oppose quand même, hein, parce que la dame qui est à côté d'elle essaie de l'inciter à faire comme les autres, et là, elle résiste, elle se raidit, elle ne veut pas, hein, c'est une façon pour elle de dire non. C'est peut-être un petit peu rapproché de la première séance avec la poupée, c'est-à-dire que finalement, dans ces situations-là, ce qu'on lui demande de faire n'a pas de sens pour elle. Et du coup, voilà, elle ne veut pas faire, c'est pas qu'elle s'oppose, etc. D'ailleurs, c'est pas une enfant qui s'oppose spécialement, mais c'est que ça n'a pas de sens et que donc, voilà, elle ne comprend pas pourquoi il faudrait se baisser. Et on la voit dans une autre séquence avec les enfants à table, là, où on voit qu'elle est tout à fait capable de manger toute seule, ce qui n'est pas toujours le cas des enfants dans le bas du spectre autistique. Là, elle a tout à fait la maîtrise des gestes, etc. Elle sait se servir à boire. Néanmoins, on voit bien qu'elle est en elle-même, elle ne regarde pas beaucoup les autres, etc. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut observer, ce qui veut dire que les interactions sociales, il faudra les développer, il faudra lui apprendre, etc. Elle n'ira pas spontanément vers les autres enfants, ça c'est sûr. Et donc, on voit une dernière séquence tout à la fin, où là, elle est dans la piscine. Et alors attention, c'est pas la pataugeoire, etc. Mais bon, une activité comme une autre. Là, c'est vrai que là aussi, si la ronde, c'est le seul moment où elle s'oppose, je pense que la séance de la piscine, c'est le seul moment où elle a l'air d'être bien. On ne peut pas dire qu'elle sourit, mais il y a une esquisse de sourire. Enfin, on a l'impression que, voilà, elle se sent bien dans cette situation. Manifestement, elle n'appréhende pas du tout l'eau. Et de se trouver là, même avec une personne qu'elle ne connaît pas, où elle partage cette activité, n'a pas l'air de lui poser problème. Voilà, donc cette petite fille, finalement, bon, on ne peut pas dire qu'on la connaît, mais je pense que c'est très important d'observer l'enfant comme ça, dans toutes sortes de situations. Hein, en pédagogie, on parle d'évaluation formative. Alors l'évaluation formative, c'est de l'observation en situation. C'est-à-dire que pour connaître ces enfants, il faut les observer et les observer assez finement, les observer avec les connaissances dont on dispose, bien sûr, mais prendre la peine et le temps d'essayer de regarder finement pour la connaître, donc là, cette petite fille en l'occurrence, pour la comprendre, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, etc., qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui peut l'intéresser, qu'est-ce qui la perturbe, etc.
Hein, je pense que c'est vraiment quelque chose, cette capacité d'observation, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et moi, je conseille même aux professionnels de tenir une sorte de journal de bord pour noter toutes les observations qu'on peut faire au quotidien. Parce que franchement, voilà, on passe 1 heure avec un enfant comme ça, on va le voir dans toutes sortes de situations, il y a vraiment 1000 choses qu'on peut observer, on ne va même pas tout pouvoir noter. C'est très très important pour l'aider ensuite à entrer dans les apprentissages, hein, ce temps d'observation, d'évaluation à partir d'une observation. Et voilà, il faut se faire confiance aussi dans la capacité qu'on a à observer, qu'on soit parent, professionnel, etc.